Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Philippe Pellet. Bonjour monsieur. Bonjour. Philippe Pellet, géologue franco-hongrois. Après une carrière internationale dans le développement durable, vous êtes devenu chercheur associé à l'Institut de recherche sur la religion et la société à Budapest. Vous travaillez en parallèle à l'agence gouvernementale hongroise d'aide humanitaire et de développement. Vous publiez l'ouvrage dont on va parler dans un instant, L'ordre moral renversé, le naufrage des droits de l'homme. C'est publié chez l'Harmattan, à retrouver sur la boutique officielle, comme d'habitude, de TV Liberté. Alors, l'ordre moral, est-ce qu'on peut commencer par en donner une définition, Philippe Pellet ? Tout à fait. Alors, je dirais que l'ordre, c'est l'inverse du chaos. Et l'ordre a besoin d'une force créatrice pour maintenir cet ordre. Alors soit l'ordre peut être maintenu par la force, mais il y a d'autres moyens de maintenir un ordre, c'est par la morale, par ce qu'on appelle aujourd'hui des valeurs communes auxquelles tout le monde adhère. Donc si tout le monde respecte les valeurs, ça maintient l'ordre. Et récemment, d'ailleurs, je suis tombé sur une citation assez intéressante d'un dénommé Jean-Étienne Marie Portalis, qui est l'un des contributeurs au Concordat de 1801, avec l'Église catholique. Et je vais citer elle est intéressante. La loi laïcisée doit être complétée par une morale religieuse. La religion a un rôle préventif et exerce une action plus complète. Elle étouffe de noirs projets et fait naître de salutaires pensées. Donc voilà, à l'époque, l'État voyait encore, au moment de la signature du Concordat, l'intérêt d'avoir une religion, donc c'est pour ça que le Concordat a été signé. Mais alors ça, c'était la définition. Donc là, il y avait un intérêt. Mais l'Église catholique va plus loin, en fait. Quand on regarde ce que dit l'Église catholique sur l'ordre moral, c'est en fait pour le bien de l'homme. Donc c'est un ordre moral. C'est pas pour contraindre l'homme, mais l'homme, ça lui permet de grandir. Et si cet ordre moral suit des valeurs qui sont conformes à la volonté de Dieu, en fait, le but du christianisme, c'est de faire grandir l'homme. Alors, jusqu'à la réforme protestante du XVIe siècle, la société ne reconnaissait qu'un seul ordre moral, qu'une seule vérité transcendante issue du Dieu chrétien. Comment cette vérité va-t-elle être peu à peu remise en cause? Alors effectivement, c'est peu à peu, c'est par petites étapes. La réforme, ça a été un bouleversement. Enfin, ça a été la première fois où il y a eu cette unicité a disparu. Et il y a un livre qui décrit très bien ce processus par petites étapes, avec effet cliquet, c'est-à-dire chaque étape, une fois stabilisée, permet de passer à l'étape suivante. Donc Charles Taylor, Secular Age, décrit très bien le processus. Jean Monnet aussi, d'ailleurs. Jean Monnet aussi. Et ce que je dirais, c'est que plutôt, parce que le processus est quand même assez complexe et assez long, moi, ce que je vois, c'est un fil conducteur, c'est une volonté de l'homme de se libérer, de s'émanciper. Et je connais bien le père Henri Boulade, qui est un père jésuite. De s'émanciper de Dieu. De s'émanciper de Dieu. Oui, tout à fait, de l'Église, de Dieu, oui. D'abord, oui, tout à fait. Et en fait... c'est la volonté de Lucifer, d'ailleurs, à l'origine, de s'émanciper de l'autorité de Dieu. C'est dans la Genèse, on voit bien qu'on suspecte Dieu, parce que le serpent dit... vous serez comme des dieux. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, Dieu nous limite... parce qu'il veut qu'on soit ses serviteurs et il limite notre liberté. Si vous mangez la pomme, vous deviendrez comme des dieux. Donc oui, vous avez tout à fait raison, c'est inscrit dans le péché original finalement. Vous parlez du père Boulade. Oui, alors le père Boulade, donc c'est un prêtre jésuite d'Alexandrie qui est un philosophe, un grand philosophe, et je l'ai connu personnellement, il est décédé récemment. Et il disait qu'il comparait l'histoire du christianisme à la vie d'un homme, en gros un siècle, un an.
Et il parlait d'une crise d'adolescence qui a commencé avec la réforme et qui aujourd'hui, ça fait 21 siècles, ça fait un peu tard, mais on est en pleine adolescence en fait. Et c'est une volonté de se rebeller contre le père, enfin une volonté de... On avait déjà même pu constater ce phénomène déjà avec la Renaissance où on avait retiré Dieu de l'art en y mettant l'homme. Donc c'était d'un point de vue artistique déjà un petit peu antérieur à la Réforme. À partir de la fin du XIXe siècle, la morale républicaine, dite morale laïque, ne se réfère plus à aucune transcendance et devient purement humaine. Alors c'est quoi les fondements de cette nouvelle morale laïque ? En fait, si on regarde en 1882, lors de la loi sur l'obligation de l'enseignement, enfin de l'école laïque obligatoire, Jules Ferry a dit, il y a eu des débats sur qu'est-ce qu'on va enseigner à l'école. C'était l'époque de l'anticléricalisme, hein, donc quelle morale va-t-on enseigner à l'école? Et Jules Ferry a répondu la bonne vieille morale de nos pères. La morale de nos pères, c'était la morale chrétienne. En fait, oui, c'était la même chose, mais sans référence au christianisme, sans référence à l'Église. Mais au départ, c'était la même chose. Mais ce qui s'est passé au fur et à mesure plus tard, c'est que détaché, donc il y a eu une rupture. Après, cette bonne vieille morale de nos pères, n'étant plus ancrée dans une transcendance, dans la loi naturelle, progressivement, elle a dévié. C'est le naufrage des droits de l'homme, comme l'indique le nom de mon ouvrage. Et ce qui est intéressant, c'est quand même à l'époque, Auguste Comte disait qu'une société ne peut pas vivre sans religion. Donc, quelque part, on parlait... Et en même temps, il disait que les religions anciennes étaient passées, le christianisme c'était dépassé. Donc, Auguste Comte, il parlait d'une religion de l'humanité, et dont le Panthéon est le symbole. C'est-à-dire, c'est quelque part, la République devient une église dont le temple et le Panthéon. Mais il n'y a plus de transcendance, il n'y a plus de, comme je le disais tout à l'heure, de lien avec le christianisme, avec Dieu. Donc après, à partir de là où un bateau n'est plus ancré à une ancre, il dévie. Et c'est ce qui s'est passé. Justement, avec la loi sur la laïcité, l'Église donc perd son autorité sur l'État, sur le pouvoir. L'État-nation devient pleinement souverain, devient tout-puissant. Et donc, pourquoi vous dites que ce tournant est à l'origine des dictatures, des pires dictatures du XXe siècle? Alors, Hans Kelsen, c'est la théorie pure du droit, où il n'y a plus de loi naturelle, toutes les normes découlent d'une norme supérieure, c'est la pyramide. Pyramide de Kelsen. Oui, exactement. Et tout au sommet, la grune norme, qui est du droit, et dont la substance n'est que du droit, sans aucune reconnaissance d'une loi supérieure naturelle ou d'une transcendance. Donc, à partir du moment où cette grune norme, finalement, est aux mains du pouvoir politique, elle prend la place de Dieu. Et donc, c'est ce qui a pu conduire aux crimes perpétrés par les nazis lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est dans ce sens-là où il n'y a que du droit, et que le droit est aux mains des hommes, finalement, ça peut engendrer... Oui, le Troisième Reich était un état de droit. Oui. En fait, les crimes ont été commis en toute légalité, parce que c'était conforme au droit à l'époque. Donc, mais c'est en ça que, si c'est détaché de toute loi supérieure transcendante, le risque est que ça dévie vers ce qui s'est passé sous le nazisme. Alors après la Seconde Guerre mondiale, vous nous expliquez que des organismes mondialistes comme l'ONU, le Conseil de l'Europe, vont s'employer à fonder un nouvel ordre moral en renforçant les droits de l'homme pour entraver les éventuels excès de l'État. Là encore, aucune référence dans le Conseil de l'Europe au christianisme. Est-ce que vous pensez que les intentions des fondateurs de l'État de droit et des institutions supranationales étaient louables? Alors il y a deux choses. Il y a le Conseil
les Nations Unies. En 48 avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc 48 pays si je me souviens bien. Et après le Conseil de l'Europe avec la Convention européenne des droits de l'homme. Donc à l'époque, il y a 10 pays fondateurs. Maintenant, il y en a 47 en tout qui sont membres du Conseil de l'Europe. 48, mais la Russie est sortie. Ou on l'a fait sortir, je ne sais pas. Donc, si on regarde, je pense que après la Seconde Guerre mondiale, il y avait une volonté louable de vouloir créer ces institutions et établir la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pour encadrer l'autorité des États. L'État, pour éviter des dérives. Donc, c'était tout à fait louable. Mais 48 pays, il y a eu des chrétiens qui se sont investis dans cette déclaration, notamment Jacques Maritain, un Libanais, Charles Malik. Mais il y avait, la Déclaration universelle des droits de l'homme a dû faire l'objet d'un consensus. Parce qu'il y avait des pays très différents comme la Chine. L'Union soviétique aussi, qui s'est opposée c'est la Chine qui a été la plus... elle n'a pas voté, en fait. Ouais, la Chine, parce qu'il était question de mettre une référence à Dieu, mais la Chine n'a pas voulu. Donc, finalement, ils sont arrivés à un plus petit dénominateur commun. Ils voulaient quand même avancer. Le but, c'était de signer quand même une déclaration universelle. Donc, il y a eu des concessions, forcément. Donc, le plus petit dénominateur commun, c'est la reconnaissance que tous les peuples sont de la même famille humaine, mais sans référence à la paternité de cette famille humaine. Donc, voilà. Et après... La Déclaration universelle des droits de l'homme qui avait été rédigée notamment sous l'autorité d'Eleanor Roosevelt, tout à fait, la présidente du président américain, et qui était plutôt, elle, qui avait une affection pour l'idéologie communiste. En fait, il y a eu, plusieurs courants. Il y avait d'un côté, ceux qui... parce qu'on dit que les droits de l'homme sont reliés à la dignité humaine. Ça, tout le monde y est d'accord. Mais c'est quoi la dignité humaine? Et qui est homme? Est-ce que tout le monde, est-ce que la personne, chaque personne est humaine? Oui, alors ça, on prend, parce que là, on va loin. Oui, mais on pourra en parler peut-être un peu plus tard. Oui. Mais la dignité de l'homme, est-ce qu'elle est... alors pour les chrétiens, c'est la dignité, c'est en tant que créature de Dieu, créée à son image. Donc Mais après, pour d'autres, la dignité, c'était la dignité de l'homme d'avoir, en tant qu'homme, et de pouvoir se développer par lui-même. Donc, on employait les mêmes... Il y a des termes qui n'étant pas clairement définis, on se met d'accord dessus, mais après, s'ils ne sont pas clairement définis, la dignité humaine, tout le monde est d'accord de relier les droits de l'homme à la dignité humaine, mais sans se mettre d'accord sur ce que c'est exactement la dignité, après, ça dévie. Alors, un système de gouvernance d'État de droit va alors se mettre en place. On subodore un petit peu sous ce terme de gouvernance une espèce d'ensemble global. Et l'État accepte alors de se soumettre à son propre droit et au droit international. Mais vous expliquez que cet État de droit va rapidement se transformer en dictature du droit, notamment avec ce qui s'est passé en France, au Conseil constitutionnel en 1971. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en 1971, tout d'abord, avant ça, la France n'était pas complètement dans ce schéma-là. Le général de Gaulle, pour lui, c'était la souveraineté du peuple. Donc, il ne souhaitait pas que la France se soumette à des règles au-dessus internationales. Ouais. Donc, mais en 71, qu'est-ce qui s'est passé? Un coup d'État juridique, et c'est un terme employé par Robert Badinter, qui a été plus tard, dans les années 80... ministre de la Justice de François Mitterrand. Et aussi président du Conseil constitutionnel, exact. Et ministre de la Justice, effectivement, François Mitterrand. Et lui-même a employé ce terme de coup d'État juridique, si on peut le trouver sur Internet. Donc il reconnaît qu'il y a eu un coup d'État juridique. Donc ça, c'est quand même important de noter que ce n'est pas dit par des gens c'est dit par quelqu'un qui a été dans le système.
Donc ce qui s'est passé, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la Constitution française, il y a les articles, mais avant il y a le préambule. Le préambule, c'était avant, le principe au début de la Constitution, c'est que le préambule, c'est juste, on énonce des principes généraux, mais qui n'ont pas de valeur constitutionnelle. Et dans ce préambule, il y a notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, plus d'autres droits et libertés qui d'ailleurs peuvent évoluer. Et ce qui s'est passé en 1971, le coup d'état juridique, c'est que le Conseil constitutionnel, de son propre chef, à l'occasion il a été saisi pour une loi sur les associations, et dans son arrêt, il a dit que cette loi n'était pas conforme à la Constitution en se référant au préambule. Donc ça a fait jurisprudence, et le préambule est entré du coup, et avec les droits de l'homme et tout ce qu'il y avait dedans, est rentré dans ce qu'on appelle le bloc de constitution. De constitutionnalité. De constitutionnalité, pardon, qui depuis le 71 a valeur constitutionnelle. Donc ce qui s'est passé, c'est que le Conseil constitutionnel s'est approprié le droit d'être les garants des droits de l'homme. Et en plus, si c'était que ça, si les droits de l'homme étaient figés et bien définis, ça irait. Mais en plus, aussi d'interpréter les droits de l'homme. C'est-à-dire que c'est évolutif. Le Conseil constitutionnel, on peut le dire, a violé le principe de séparation des pouvoirs en se faisant le législateur. Il était autorité judiciaire, il s'est fait législateur en disant tout à fait, ce préambule qui n'a pas de portée juridique devient complètement à force juridique. Exactement, et à l'insu des Français qui n'ont pas eu au chapitre dans cette décision. Et alors, quelles sont les conséquences de ce changement alors, de faire de ces principes des forces de loi? Bien après, les conséquences, ça va aussi avec l'évolution des droits de l'homme. C'est que chaque loi, finalement, et ça a été de plus en plus possible parce qu'on a donné de plus en plus de pouvoir au Conseil constitutionnel. Chaque loi est évaluée aussi au travers des droits de l'homme. Alors, par exemple, et en plus, c'est des droits universels. Mais qu'est-ce que ça a de mal? Qu'est-ce que ça pourrait avoir de mal? Le problème, c'est que les droits de l'homme évoluent. Par exemple, alors on pourra peut-être en parler plus tard, et j'en parle beaucoup dans mon livre, mais c'est que, par exemple, le droit à la vie privée devient et de plus en plus reconnu comme un droit à l'autodétermination, le droit de disposer de son corps, des droits individuels finalement, mais qui peuvent entraver le droit d'autres personnes. Donc il y a une dérive, et ça c'est un processus du fait que les choses n'étaient pas bien définies au départ. C'est un processus qui a eu lieu en France, mais pas seulement, mais aussi au niveau du Conseil de l'Europe, avec sous l'égide de la Cour européenne des droits de l'homme. L'individu donc devient tout puissant à partir de 71 avec cette... C'est progressif. L'individu devient de plus en plus puissant parce que ce qui s'est passé, oui, il y a eu ce coup d'État, mais après, sous Giscard, il y a eu de plus en plus, et ça a été en plusieurs étapes. Giscard a permis, avant le Conseil constitutionnel ne pouvait être saisi que par le président, le Premier ministre ou le président d'une des deux chambres. Après, c'est 60 parlementaires qui pouvaient. Et après, plus tard, tout citoyen qui s'estimait, c'est la question prioritaire de constitutionnalité, tout citoyen pouvait saisir le Conseil constitutionnel. Donc de plus en plus de possibilité de saisir, donc le Conseil constitutionnel de plus en plus de pouvoir pour prendre des décisions et évaluer les lois, la constitutionnalité des lois selon sa propre interprétation. Vous évoquez aussi la Convention européenne des droits de l'homme de 1950 qui n'a été ratifiée par la France qu'en 1981. Pourquoi cette attente? Alors, 80, effectivement, c'est là, à l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, où elle a été ratifiée pleinement. Mais avant, elle a été ratifiée en 1974, avec l'arrivée de Giscard d'Estaing, mais avec des réserves. Donc, elle a été ratifiée partiellement. Donc, il y a eu 24 ans, entre 50 et 74, et puis 80 encore plus, presque 30 ans, oui, même plus, 31 ans, où la France était réticente. Alors, au tout début, c'était en raison de la guerre d'Algérie,
parce que avec l'aggravation, la crise en Algérie... oui, c'était pas le moment de faire des droits de l'homme une priorité, exactement. Vu qu'on était en pleine guerre. Et après, plus tard, c'est sous l'influence du général de Gaulle, comme je disais tout à l'heure, qui était très réticent à soumettre, à lâcher sur la souveraineté de la France et à dépendre d'une institution internationale. Donc, transférer une souveraineté... Parce que pour lui... on connaît bien la fameuse phrase du général de Gaulle, la meilleure cour suprême en France, c'est le peuple. Mais vous dites, et la France y voyait dans cette Convention européenne des droits de l'homme un risque d'entrave au service de l'intérêt général. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette réticence. Après la mort du général Pompidou, et c'est sous Giscard d'Estaing où les choses ont commencé à changer progressivement. Ça s'est accentué sous François Mitterrand. Alors, l'article 54 de la Constitution de la Ve République de 1958 donne la primauté au droit constitutionnel sur les traités. Donc, le droit constitutionnel est en haut, les traités viennent ensuite, mais le traité de Lisbonne de 2008 a donné à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, un texte de 2000, une force juridique contraignante, c'est-à-dire une force supérieure au droit constitutionnel. Qu'est-ce qu'on doit comprendre là ? En fait, c'est que les traités, c'est effectivement, il y a l'article 54, et les traités sont de fait supérieurs à la Constitution, et c'est même reconnu par une administration des services du Premier ministre, qui s'appelle la Direction de l'information légale et administrative. On peut trouver ça sur Internet, qui reconnaissent que cette direction reconnaît que la primauté de la Constitution n'est pas toujours garantie, que les traités sont supérieurs, et il est inscrit dans le traité de Lisbonne. Alors il faut se rappeler quand même que le traité de Lisbonne, c'est 2008, quand c'était ratifié. Avant, il y avait le projet de Constitution de l'Union européenne de 2005, qui a été refusé par référendum. 53% en France et aux Pays-Bas. Et après... les Français ont mal voté. Donc on leur a dit, vous inquiétez pas, vos sénateurs et députés vont se réunir en congrès. Et finalement, ça a été le traité de Lisbonne qui est un remake de cette Constitution. Oui, c'est le projet même. Constitutionnel. C'est passé en congrès. Donc quelque part, la souveraineté du peuple a été bafouée. Vous dites la loi sous l'emprise des juges échappe donc à la volonté du peuple souverain aujourd'hui. Oui, oui, tout à fait. Hein. C'est-à-dire que c'est les juges maintenant décident dans beaucoup de domaines, même à l'insu du peuple. Donc c'est une prise de quelque part. Oui, c'est le coup d'état juridique qui se prolonge et qui prend de plus en plus d'ampleur. Et on s'éloigne complètement de la philosophie du général de Gaulle ou de la souveraineté du peuple. Alors, est-ce que pour conclure, vous pourriez nous dire comment cette dérive des droits de l'homme a-t-elle été rendue possible ? Alors, je crois qu'il y a plusieurs choses, il y a plusieurs facteurs. D'abord, de plus en plus de pouvoir donné à l'individu. Alors, c'est paradoxal parce qu'on dit c'est bien, l'individu, il a plus de pouvoir. C'est une bonne chose, mais l'individu, il peut appeler, il a eu de plus en plus de pouvoir pour saisir soit les conseils constitutionnels ou la Cour européenne des droits de l'homme. Mais ce sont des individus ou des minorités dont l'intérêt n'est pas forcément le bien commun. Et donc, ils font valoir leurs droits. Et oui, le droit individuel ne rejoint pas le droit commun. Le droit individuel ne fait pas le droit commun. Ne fait pas forcément le bien commun. Oui, c'est pas forcément dans le sens du bien commun. Et ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que selon la Cour européenne des droits de l'homme, qui s'est dit dans un rapport en 2010, Conscience de l'Europe, et qui maintenant, avec le dialogue des juges qui a été institué par le protocole numéro 16 de la Convention européenne des droits de l'homme, donc les juges communiquent, ils doivent tous, en fait c'est pas qu'ils communiquent, c'est tous les juges en Europe, au sein des pays membres du Conseil de l'Europe, finalement doivent se conformer à ce que dit la CEDH. Sinon, s'ils le font pas, le pays sera condamné donc par anticipation, pour pas que la France soit condamnée
a posteriori, ils ont tendance à s'aligner sur l'approche de la Convention européenne des droits de l'homme. Avec cette fin de la transcendance, donc, j'aimerais citer 2 passages de votre livre tout à fait fondamentaux. L'homme libéré de toute morale supérieure, ne se sentant jamais comblé, réclame et obtient toujours plus de nouveaux droits et devient l'esclave de ses passions. Libéré de la pression extérieure, de cette transcendance, l'individu devient prisonnier de ses pressions intérieures, ce que vous appelez la fuite en avant du progrès. Tout à fait, oui. C'est ce qu'on disait au début. Il y a une volonté d'émancipation, de se libérer, et par une fuite en avant qui est le progrès, toujours, et puis à définir soi-même qu'est-ce qui est bien pour soi, et à ne pas croire. En fait, ça remonte tout simplement au fait qu'on ne croit pas que Dieu veut notre bien. C'est aussi simple que ça. On croit, c'est dans la Genèse, le péché originel. On veut devenir des dieux. Ouais, ben oui, l'homme exactement. Veut devenir un dieu. C'est écrit depuis le début, et là, c'est ce qui est en train de se manifester d'une manière flagrante. Philippe Pellet, les Français restent pourtant convaincus de vivre en démocratie. Donc, comment est-ce que vous pourriez leur ouvrir les yeux en 2 phrases? Il faut qu'ils lisent mon livre. Ah oui. Non, mais rapidement. Non, franchement, je pense que oui, c'est vraiment la chose essentielle que je peux dire. Qui lisent le livre. Mon livre est présente parce en fait, j'ai fait ce livre parce que j'ai cherché des livres qui présentent de façon non polémique, de manière factuelle. Moi, je suis une approche académique, scientifique. Donc mon livre, c'est basé sur des faits, c'est une analyse académique. Donc, je n'ai pas trouvé les livres que j'ai trouvés, c'était assez polémique. Et dans ce livre, les lecteurs peuvent lire les mécanismes, les mécanismes et les raisons qui ont conduit à cela. Vous avez une formule qui est très intéressante. Une démocratie, en fait, qui endort ses victimes. Dormez, braves gens, nous sommes en démocratie, mais en fait, nous, de l'autre côté, on fait ce qu'on veut et vous en subirez les conséquences. Il y a en France, il y a une propagande qui est très subtile. Beaucoup de Français ne s'en rendent pas compte parce que c'est vrai que ils sont baignés ils sont dans la mer, ils sont dans une bulle. On a fait d'eux des bons petits républicains. On leur répète, ils entendent un peu toujours la même chose, des interprétations qui croient des vérités. Et du coup, ils se rendent pas compte. compte. Moi qui viens de la Hongrie, qui viens de l'extérieur, j'analyse ça de manière un peu extérieure. Étant de Hongrie, je vois plus facilement peut-être, bien qu'il y a beaucoup de Français qui se rendent compte quand même, de plus en plus peut-être. Et vous parlez de la Hongrie, est-ce qu'il y a un respect ou un recul des droits fondamentaux là-bas? Encore une fois, c'est une question de définition de termes. Qu'est-ce qu'on appelle droits fondamentaux? Si les droits fondamentaux, c'est un droit. Les droits fondamentaux, par exemple, c'est de permettre aux lobbies LGBT d'aller dans les écoles de classe et, à l'insu des parents, d'expliquer aux enfants qu'ils peuvent choisir leur sexe. Alors effectivement, la Hongrie ne respecte pas les droits fondamentaux parce qu'il y a une loi qui est passée qui a fait beaucoup de bruit au sein de l'Europe, interdisant les lobbies LGBT d'aller dans les classes. Donc là, la Hongrie, si on appelle ça un droit fondamental, ne respecte pas les valeurs de l'Europe et ce droit fondamental. Mais si le droit fondamental, c'est le respect de la vie depuis sa conception jusqu'à sa fin naturelle, alors oui, la Hongrie respecte ce droit fondamental parce que c'est inscrit dans la Constitution. Et si un droit fondamental, c'est le respect des homosexuels, oui, la Hongrie respecte le droit des homosexuels parce qu'ils peuvent contracter un contrat d'union civile en Hongrie. Ils peuvent aussi, tous les ans, il y a une Gay Pride à Budapest. Ils peuvent défiler en toute sécurité, quoi qu'on en dise. Donc, tout dépend de la définition des droits de l'homme. Des droits fondamentaux. L'ordre moral renversé, ouvrage technique un peu, mais passionnant et qui révèle bien ce côté insidieux dont on vient de parler avec vous, Philippe Pellet, le naufrage des droits de l'homme en Europe, ouvrage à retrouver sur la boutique de TVL. Merci à vous, monsieur. Merci à vous.